Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue et merci de nous faire confiance une fois de plus. Voici Mirage sur DRTV, votre chaîne de proximité. Installez-vous, voici le sommaire. Grand reportage, le mariage en crise en Afrique centrale, illustration parfaite au Congo-Brazzaville, où la dot prête à confusion décourageant des braves hommes peu fortunés à s'engager à un âge raisonnable. Initiative, un coiffeur pas comme les autres, Matoko des Angoules tient un salon à Tétié, au 3e arrondissement de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville, et inspire la jeune génération tout en lui indiquant de s'auto-employer comme lui il a fait avec succès. Rencontre, une décoratrice s'ouvre à nous. Dira Osombi fait de la décoration à partir des objets de récupération. Une action écologique qu'elle partage avec nous dans cette édition. Et à la fin de ce programme, nous aurons le plus de mirages comme à toutes les éditions. Cette fois-ci, c'est avec Elon Musk, un Américain d'origine sud-africaine qui est milliardaire et qui voudrait déporter une partie de la Terre sur Mars, ce à l'échéance 2025. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, chers téléspectateurs. Le développement de tout ça, c'est maintenant et tout de suite. Nous allons commencer ce programme par le grand reportage. Le grand reportage qui parle du mariage. Le mariage, il y a 50 ans, était presque obligatoire dans les sociétés africaines. Mais de nos jours, on a l'impression que c'est devenu une contingence. Le mariage est considéré pourtant par les hommes d'église comme un sacrement par lequel il faut absolument passer. Dans la vie civile, c'est un serment scellé par un acte de mariage délivré par le maire ou un officier d'état civil. Dans la tradition, c'est un pacte entre deux familles parce qu'en Afrique, on parle du mariage coutumier, un mariage qui n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais l'union de deux familles qui sont appelées à communier pour la vie. Seulement, ces valeurs sont-elles réellement reconnues par notre société actuelle? Une société dominée par la cupidité et la recherche de l'intérêt matériel, de l'intérêt personnel, de la vie d'un anthropologue. Le mariage dans tous ses états, c'est l'objet du grand reportage de cette édition. Autrefois sacré et obligatoire, le mariage était une institution sociétale en Afrique et dans le monde. Les célibataires étaient considérés comme des individus asociaux et presque des parias. Le temps est passé et les mœurs ont changé, au point de faire du mariage un acte facultatif. Au Congo-Brazzaville, beaucoup d'hommes âgés de 35 ans et plus réfléchissent encore sur le choix de leurs épouses et les femmes jusqu'à 30 ans attendent patiemment le prétendant sérieux. Dans ce monde où les intérêts matériels et les valeurs étrangères se bousculent, l'engagement a perdu de sa superbe et le phénomène des parents célibataires gagne du terrain. À côté, l'avènement des églises dites d'éveil et la cupidité des parents qui sont prêts à vendre leurs propres filles en utilisant le vocable très policé des dots. Le mariage est d'abord un engagement officiel encadré par la loi. Le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Le mariage est un engagement qui intéresse deux personnes, une femme et un homme, à partir de 18 ans. À l'âge de la majorité, un homme et une femme peuvent s'engager dans le mariage.
on ne se marie pas pour le plaisir de se marier, mais on doit se marier parce qu'on est convaincu, qu'on est prêt pour le mariage. Et cette conviction doit aussi être accompagnée des moyens nécessaires pour vivre les deux, et l'homme et la femme. Mais si vous n'êtes pas prêt, psychologiquement, matériellement, financièrement à vous marier, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. En fait, la difficulté du mariage, ce n'est pas tant les dépenses que l'on engage pour la fête, le jour du mariage, mais c'est plutôt la capacité de se supporter au quotidien. Tous les jours de la vie, il faut se supporter l'un et l'autre, et c'est ça qui coûte cher, c'est ce à quoi l'on devrait se préparer avant de s'engager dans le mariage. Malheureusement, aller à la mairie est devenu un luxe. Pour y arriver, il faut passer par le chemin très glissant du mariage coutumier. Un mariage qui se résume à la dot. Éloi est un photographe bien réputé à Pointe-Noire. Il s'occupe de la prise de vue des mariages au moins une fois la semaine depuis environ 10 ans. Son témoignage sur le matériel demandé en guise de dot lors des mariages traditionnels qu'il a couverts est absolument troublant. Un scandale. Un scandale. J'ai vu. J'ai des images. Rien que la dot de 2 millions. De 2 millions. J'ai filmé, j'ai fait le reportage d'un mariage. Bon, même si c'est un étranger qui vient épouser votre fille, ce n'est pas une raison. Ce monsieur à qui on avait demandé 2 millions avait pris la décision de ne plus jamais donner un seul franc à la famille de madame. Bon, ça c'est... Quand je parle de la dot, je ne sais pas si je place bien le mot, mais je veux parler de ce que l'on demande en termes d'argent, en dehors d'autres objets, en dehors du matériel. Célébrer un mariage sans pourtant apporter du vin, sans pourtant apporter du whisky. Mais je vous rassure que la dernière fois, ça ne date pas d'un mois. On a même demandé boîte de lait, du sucre. Celui qui vient épouser doit apporter du poisson fumé, du poisson salé, du poulet. Et une autre fois, un monsieur, mais il pouvait appeler son beau-fils après le mariage pour lui dire, bon écoute, j'ai besoin d'une scie à moteur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, une scie à moteur, mais il l'a inséré sur la liste de la dot. Mais c'est pas normal. Et quand on a sorti la scie à moteur, mais c'est tout le monde qui a crié au scandale et c'était gênant. On ne tient plus compte du rang social, on ne tient plus compte de la situation sociale de celui qui vient épouser. La dot va jusqu'à 2 tonnes. En fait, pour se marier aujourd'hui, il faut avoir le minimum de 5 millions. Mais attendez, c'est pas normal. C'est pas normal. La dot qui était symbolique dans le passé est devenue une occasion de ruine pour le prétendant. Bien encadré par le Zondi, ce monsieur qui négocie avec la belle famille, le matériel demandé au cours du mariage coutumier est souvent surréaliste. Je vous dis, attention, ne monte pas sur vos liens, ne sois pas agité pour porter des étranges. En gérant le tricot, 15 plans, c'est le 10 881. Il m'a pas que ça me l'a. Ça, en tout cas, c'est bon. Alors, et tu n'as pas tout le monde, il y a un mot de la maquillage avec le tigre. Attention, ça ne dit pas. Depuis ça là, depuis mais l'État, sinon le législateur congolais, qui a vu que selon les familles, la dot allait dans tous les sens. Chacun y mettait de son prix
et ça préjudiciait parfois le futur marié. Et on a pensé fixer la dot le 17 octobre 1984 à 50 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette réalité est plus ou moins dépassée. Dépassée dans ce sens que aujourd'hui, les familles pensent lier les dépenses d'organisation de la fête relative au mariage à la somme que le futur marié doit verser pour la dot. La loi en vigueur, c'est celle que je vous ai citée tout à l'heure, la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille. C'est cette loi qui nous permet de gérer les questions liées à la naissance, au mariage, au divorce et au décès dans notre pays. Et cette loi stipule à l'article 141 que la dot est la contrepartie qu'un homme doit verser à la famille de la femme pour prétendre la récupérer avec soi et en faire son épouse. Cette dot est à la fois facultative et symbolique. Symbolique parce que c'est un geste qu'on doit faire. Facultative parce que on peut ou ne pas le faire. Il suffit qu'on s'accorde avec la famille. Mais voyez-vous, les traditions qui sont les nôtres, les coutumes qui sont les nôtres, sont tellement fortes que si l'on n'a pas fait ce geste, la fille peut se retrouver dans des situations quelque peu difficiles. Si ce n'est pas la fille elle-même, bon, ce sont les enfants qui seront issus de ce couple qui pourront en pâtir. Pourtant, la tradition veut bien que la dot vienne aussi de la fiancée. Elle qui est censée aller en mariage avec un ensemble d'objets que lui aurait doté sa famille. Des pagnes, des ustensiles de cuisine, le couvert, des accessoires de nettoyage et des petits cadeaux pour son homme. Le futur mari, de son côté, devait normalement se faire aider par son père et ses oncles afin de commencer sa vie sans trop se poser de questions. Malheureusement, il doit de nos jours débourser des millions avant de s'unir avec sa moitié. Toute chose qui décourage des hommes à s'engager avec une femme à un âge raisonnable. Il faut que les parents aussi comprennent qu'aujourd'hui, les conditions, les situations et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Si on veut bien que sa fille se marie, il faut arranger. C'est vrai qu'on parle de coutumes aujourd'hui, mais la plupart du temps, on ne respecte plus même des coutumes. On ne respecte plus ces coutumes-là. Les coutumes, on parle, même la loi parle de 50 000 francs de la dot qui doit être versée. Mais aujourd'hui, on a maintenant plus de 500, d'1 million et tout ça. Mais ce n'est pas une marchandise pour vendre. De toutes les façons, la dot ne finit pas. Aujourd'hui, quand un homme va épouser une fille, mais un jour, il ne dira pas à cette belle famille que puisque j'ai déjà donné la dot, quand il y a des problèmes au niveau de votre famille, je ne donnerai plus l'argent ou bien je ne viendrai plus au secours de la belle famille. Il fera toujours. Au cas où si c'est le beau-père qui est malade, il achètera les ordonnances ou c'est la belle-mère. Donc la dot est symbolique. Avec la vie chère, le chômage généralisé et la rareté de l'emploi décent, les jeunes ont du mal à joindre les deux bouts et font du mariage le cadet de leurs soucis. D'un autre côté, l'avènement des TIC, la câble-distribution bon marché et la présence des Occidentaux en terre congolaise a influencé les mœurs. Auparavant, un homme était considéré comme célibataire endurci lorsqu'il n'était toujours pas marié jusqu'à 27 ans. Pour une femme, atteindre 22 ans sans être dans un foyer était un échec. Et selon l'anatomie de l'être humain, une femme devrait porter sa première grossesse avant 25 ans pour éviter des risques. C'est-à-dire que la nature elle-même voudrait qu'on se marie dans une jeunesse confortable. Toutefois, le mariage n'est pas une course de vitesse de la vie des Ponténégrins que nous avons interrogés. À quel âge? Mais par exemple, moi, mon père s'est marié à 45 ans et ma maman, ils ont fait la dot. Et après, ils ont fait le mariage quand ils ont maintenant 50, ils ont fait le mariage. Ouais, c'est comme ça. Une femme devrait se marier à 26, 25 ans. Oui. Un homme, pareil. C'est la même chose. C'est pour mieux se connaître. C'est ça, voilà pourquoi tu vois, ils mettent un peu, ils prennent un peu de distance, ils prennent un peu le temps
pour s'engager. Ils vivent d'abord ensemble, après ils peuvent faire la présentation, après c'est la dot maintenant qui suit avant. Comme de nos jours de se marier, c'est la peur de responsabilité, le manque de travail, il gagne moins, il se dit avoir des responsabilités, c'est une lourde charge pour lui. Donc c'est ce qui les retient un peu, la femme. C'est le manque d'assurance aussi en elle. Elle se dit que peut-être dans le foyer, elle ne sera pas libre comme avant, faire des vies par-ci, par-là. Elle se dit que le mariage pour lui, c'est comme une charge. Bon, en tant que photographe reporter, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, ceux qui se marient sont dans la fourchette d'âge allant de 35 ans à 55 ans. Les gens sont en train d'entretenir une certaine peur qui parfois ne s'explique pas. Ils parlent de conditions de vie, il faudrait bien qu'ils aient une situation sociale stable, il faut qu'ils aient assez de moyens pour se marier ou pour faire des enfants, pour avoir une femme, alors que selon moi, je me dis que c'est quand on est jeune qu'il faut faire des enfants, c'est quand on est jeune qu'il faut prendre des responsabilités, c'est quand on est jeune qu'il faut parfois se lancer dans une certaine aventure, bon, pas une aventure aveugle. L'étape de la mairie est la plus importante selon la loi. Aller à la mairie, c'est l'acte officiel de l'union des conjoints. Difficile d'y voir des personnes à la fleur de l'âge. Cela a une influence sur la vie spirituelle du couple, car le mariage considéré comme un sacrement devrait passer par un acte officiel et coutumier, avant la présentation du couple à l'autel de Dieu. Le mariage est une grâce dans l'Église, c'est l'union de l'homme et de la femme qui s'unissent par la sanctification et par la grâce de Dieu, dont l'Esprit Saint unit le couple et qui leur donne la possibilité d'avoir une vie. Il faut faire le mariage officiel, il faut faire le mariage religieux. C'est ça qui est important, c'est ça qui est meilleur. C'est plus correct. Au lieu de faire d'abord un mariage officiel, parce qu'on a d'abord besoin d'avoir des papiers à cause de notre travail, à cause du voyage, et puis 10 ans après, on va faire le mariage coutumier. C'est pas normal. Ou bien 10 ans après, on va faire le mariage religieux. C'est pas normal. Je pense qu'il faut se préparer. Le mieux serait, c'est de se préparer en conséquence, faire le mariage coutumier, parce qu'il faut quand même honorer les parents, c'est important. C'est eux qui ont grandi quand même cet enfant ou cette fille. Deuxièmement, il faut aller à la mairie parce que c'est tout à fait normal, c'est la loi. Hein, c'est la loi, c'est notre pays qui le demande, c'est la loi qui le demande. Il faut être dans les normes, il faut respecter la loi. Et puis enfin, il faut aller à l'église parce que l'église, le mariage vient de l'église. C'est l'instauration de l'église. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait le mariage. C'est une grâce, c'est un sacrement, c'est un mystère. Mystère signifie ce qui est incompréhensible à un homme, ce qu'un homme ne peut pas comprendre, ce qui vient de Dieu lui-même. Parce que lorsque vous regardez lors du mariage de Cana en Galilée, la Vierge Marie va voir le Christ pour dire au Christ, le peuple n'a plus de vin, il faut trouver le vin. Mais il y avait effectivement plus du vin. Jésus a dit, mettez les jarres d'eau, remplissez ces jarres. Et puis quand il a levé les mains, il a béni. L'eau est changée en vin. Mais ce miracle, c'était pour témoigner que le mariage vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la sanctification, c'est la joie de vivre ensemble. Et puis dans le mariage, il n'y a pas l'égoïsme. Parce que le mariage pousse l'homme vers la charité, vers l'unité, vers l'amour. C'est normal qu'il y ait un geste. Bon, aujourd'hui, les gens exagèrent. Hein? Ils sont en train de commercialiser leurs enfants. Mais sinon, en réalité, c'est un geste symbolique qui se fait parce que quand même, on ne peut pas, n'est-ce pas, commercialiser une femme. C'est pas normal. C'est ce qui fait que dans le foyer, ça devient des problèmes parce que le monsieur pense qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Et en ce moment-là, c'est difficile de respecter la femme. Les aspects liés au fait ne sont pas obligatoires. Hein, vous pouvez aller vous lever un matin, aller voir un officier d'état civil pour vous marier. Lui, il vous unit. Hein. Il n'a pas besoin qu'une salle soit pleine. L'officier d'état civil n'a pas besoin que vous ayez de l'argent. Et tout comme vous-même, vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de mille, des millions pour aller vous marier. Vous vous levez, monsieur et madame, vos 4 témoins,
le chef de famille, et puis le maire célèbre le mariage. Pour contourner ces barrières sociales et la cupidité autour de la dot, certains pasteurs d'églises nouvelles, dites d'éveil, imposent aux fidèles de s'unir à ces jeunes. Dans ces assemblées où la voix du pasteur est plus forte que la volonté des parents, la vie de la famille ne compte pas. J'ai vu des gens qui ont menti, soi-disant qu'ils ont versé déjà la dot au niveau des parents, et quand ils sont partis à la mairie, ils ont fait représenter les gens de leur église comme étant les parents de la femme, mais qui n'étaient pas ses parents. Et ces personnes ont accepté qu'ils ont reçu la dot, mais ils n'étaient pas les parents de cette femme. Et les choses de Dieu restent les choses de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons, ce mariage-là a été cassé, c'est-à-dire qu'ils ont divorcé. On ne se marie pas aujourd'hui pour se séparer demain. On doit se marier en principe pour la vie. C'est pour cela que nous disons que les pasteurs qui poussent les fidèles à aller se marier précipitamment, de mon point de vue, n'ont pas raison de faire comme ça. Parce que généralement, c'est des mariages qui posent parfois problème avec le temps, si Dieu ne les accompagne pas. Nous pensons qu'il faut mûrir la réflexion pour les jeunes avant de s'engager. La crise du mariage a troublé la société. Des phénomènes nouveaux ont vu le jour depuis les années 90. Le divorce, les familles recomposées, le phénomène des filles-mères et le vagabondage sexuel. Des femmes sont prêtes à respecter toutes les conditions des guérisseurs et tradipraticiens pour épouser un homme riche. Dans les églises, beaucoup font des pèlerinages, la prière au chapelet, des séances d'exorcisme et de délivrance, non pas pour trouver un mari, mais pour tomber sur un mec qui travaille dans une multinationale ou pour se mettre avec un blanc, signe de confort matériel. Ainsi, toute la société est proche de l'Occident où le mariage ne dure pas. Contrairement à l'Afrique, où on se marie pour la vie, les sociétés occidentales considèrent le mariage comme une contingence. Petit à petit, ce style de vie s'installe au Congo-Brazzaville et en Afrique en général. Voilà, chers téléspectateurs, le mariage dans tous ses états en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville en particulier, mais de toutes les façons, on se marie pour la vie en Afrique. On ne se marie pas pour divorcer. Demain, vous avez eu la vie d'un maire, vous avez eu la vie des hommes d'église et vous avez vécu par vous-même comment on commercialise des femmes de plus en plus de nos jours. Malheureusement, c'est une situation due à une crise ambiante dans la plupart des pays africains. Alors, pour être tout à fait complet avec ce sujet autour du mariage, dans quel coin du monde les mariages sont-ils les plus éphémères? Pas à Paris ni à New York, selon les chiffres repris par le site Hopes and Fairs, mais à Doha au Qatar, où les mariages durent en moyenne 5,5 ans seulement. Vient ensuite le Cap en Afrique du Sud, Londres, Tokyo, où le mariage dure environ 11 ans, puis Mexico et Sydney, 12 ans environ. Les New-Yorkais, eux, mettent environ 12,2 ans. Ils font moins bien que les Parisiens qui mettent 13 ans pour la plupart. Et les habitants d'Ottawa au Canada qui mettent 13,8 ans. Et les Romains en Italie dont le mariage dure en moyenne 18 ans. Au niveau national, le pays ayant le taux de divorce le plus élevé est la France, où il était supérieur à 52% en 2013, selon l'INSEE. Ce taux est de 41% aux États-Unis, 42% en Angleterre, 38% au Qatar, 30% en Italie et 15% au Mexique. En 2011, des députés ont proposé en France d'établir un contrat de mariage de 2 ans renouvelable. À l'issue de ces 2 ans, le couple peut décider de se séparer ou de continuer ensemble. C'est ce qui montre un tout petit peu la légèreté autour du mariage dans les sociétés occidentales, dans les sociétés du Nord. Il faut quand même dire qu'au Chili,
on ne dénombre que 3% des divorces. C'est le taux le plus bas au monde, tout simplement un record, un très bon record, il faut le dire. Alors pendant ce temps, le plus vieux couple au Canada a célébré son 80e anniversaire de mariage en 2016. Émile et Lucienne Dugas de la péninsule canadienne ont fêté cet exploit de plus en plus rare de nos jours. Lucienne Dugas habitait au Québec quand elle a été adoptée par l'oncle d'Émile et venait passer les vacances à Maisonnette. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont mariés. Elle avait 16 ans et ils ont passé 80 ans ensemble. C'est ça, il faut le faire. Mais il faut quand même dire que le record est encore détenu par des Vietnamiens qui ont fait 82 ans de vie de couple. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le mariage. Nous allons passer à toute autre chose à présent, chers téléspectateurs. Le travail finit toujours par payer, surtout quand on le fait honnêtement, avec joie et beaucoup de plaisir. Illustration parfaite avec Machoko des Angoles, un coiffeur reconnu comme manager musical. Cet homme fait beaucoup de choses à la fois. Il est non seulement agent immobilier, mais également vendeur des articles comme les chaussures, des habits, des parfums et bien d'autres choses. Mais on l'a très souvent connu à Pointe-Noire et au Congo-Brazzaville, beaucoup plus comme un coiffeur maison, mais surtout comme un manager de musique. Machoko des Angoles s'est illustré ainsi avec son initiative. Portrait d'un homme aux multiples casquettes, c'est l'initiative des Mirages avec le concours d'Eliot Massamba et Anissé Efenge. Privé d'amour, je suis la personne qui va vers la fin, car mon existence dépend de ta présence. Nazana pasia l'amour, nazangi moto yambelanga, souci elenga nzoto nyoso, connaissance a guéri élevé. Bayuda balela n'Égypte, 400 ans solution de Moïse. Mana sengise maï, pour fololo bolingo fané, et là. Et quand un client nous demande de faire tel qu'il le pense, on le fait. Nous sommes au service de la nation, au service des gens. Nous sommes des faiseurs de beauté, des faiseurs de charme. Tu peux venir avec une tête, des cheveux ébouriffés, mais tu sortiras de ce salon charmant. Je suis Monsieur Mawanga Bertin. Ça, c'est des noms de famille. Et par synonyme, Machoko des Angoles. Et Machoko des Angoles, c'est un surnom qui ressort d'un grand groupe musical prénommé dans ce monde, ce pays extra-musical. Et je suis tellement bon de ce groupe. Et nous avons, comment dirais-je, nous avons avec les amis, on sait qu'il fallait donner une certaine connotation à ce groupe qui est donc Zangoul. Zangoul est un esprit de liberté et de débrouillardise. Donc c'est lui qui se cherche. Pas besoin d'une success story à la hollywoodienne pour être heureux. Machoko de Zangoul lui réalise ici au quartier Ntchichi à Pointe-Noire son rêve congolais. C'est dans ce salon de coiffure modeste, le temple de la beauté et de la culture. D'abord reconnu comme impresario du célèbre groupe d'artistes musiciens extra-musicaux du Congo-Brazzaville, le brave homme est responsable des fan-clubs de cette épopée musicale à Pointe-Noire. Un élément important pour sa carrière de coiffeur. Bon, Monsieur Salon existe depuis 3 ans, mais j'ai commencé à très longtemps d'exercer ce métier de coiffure. J'ai commencé en temps normal en 99. J'avais un petit kiosque là, en face, en diagonale de Socaf. Et lorsque je suis parti là-bas, j'ai été donc sollicité par un frère du quartier. Nous avons travaillé en partenariat, en collaboration avec M. Ousmane Sita. Celui-là, il était promoteur vendeur de voitures. Et nous avons travaillé avec ce dernier près de 8 ans. Et bien après, lorsque les choses ont évolué, il fallait quand même chercher à être indépendant. Voilà comment est-ce que je m'étais inspiré de faire ce salon qui porte ma crise personnelle. Hein. Ouais, donc, ça fait 3 ans que j'ai fait ça. Étant manager du groupe Extra Musica, il est impérieux que nous ayons une manière de coiffer, une manière de faire. Souvent on reçoit des jeunes artistes qui arrivent pour
se coiffer comme les afro-américains, les afrobeats. Donc nous le faisons, Et quand un client nous demande de faire tel qu'il le pense, on le fait. Nous sommes au service de la nation, au service des gens. Nous sommes des faiseurs de beauté, des faiseurs de charme. Tu peux venir avec une tête, des cheveux ébouriffés, mais tu sortiras de ce salon charmant. Et c'est notre métier, c'est notre rôle. On est des faiseurs de charme, faiseurs de beauté. Voilà notre rôle, mon frère. Il passe donc du simple coiffeur qu'il a été il y a environ 17 ans à un promoteur d'un salon VIP dans un quartier populaire. Signe particulier, de nombreuses personnalités traversent la ville pour se tondre les cheveux ici. Je suis déjà renommé, je suis très renommé. J'ai des clients qui viennent même hors de Pointe-Noire. Hein. J'ai des clients qui sont à Brazzaville, j'ai des clients à Doulouzi. J'ai des clients même à la zone nord, hein, à Wando, qui viennent à Pointe-Noire une fois le mois. Lorsqu'ils arrivent à Pointe-Noire, je m'occupe d'eux. J'ai des clients à Brazzaville. Je vous prendrai l'exemple de mon grand frère personnel, M. Mabanda Emmanuel Sarro. Ce monsieur, ça fait plus de 20 ans, il n'y a que moi qui le temps les cheveux. Il est résident à Brazzaville, mais je le coiffe toutes les 2 semaines. Donc il arrive à Pointe-Noire une fois sur deux. Donc il a même son kit personnel chez moi. Il a son kit de coiffure et il n'y a que moi qui s'en occupe. J'ai aussi un client que je veux peut-être... c'est pas une façon de faire la publicité des gens, mais je veux donc que j'ai des clients, pas de moindre. Le DAF de Saris, M. Joseph Mbanzoulou, il est résident en Caï, mais il vient se faire coiffer une fois le mois. Et lorsqu'il arrive, il n'y a que moi qui les tente. Et j'ai son kit personnel ici, je le quitte ce dernier. Et j'ai d'autres clients, c'est le client français. J'ai beaucoup de Parisiens. Lorsqu'ils sont en séjour à Pointe-Noire, ils me cherchent. Donc nous avons des clients. Bon, s'il faut parler des artistes, pour ne pas parler de mon orchestre Extra Musica, bien sûr, je m'occupe des artistes tels que Zouloubad, hein, actuellement qui fait la fierté de la musique à Pointe-Noire, qui est aussi un client. Et Saint-Lazare, nous ne parlons que cela. Et Varone Komodo, ce sont des artistes que nous collaborons très bien dans le cadre artistique et dans le cadre coiffure. Aujourd'hui, par rapport au contexte économique, il est ici que les clients respectent le tarifaire. Mais nous avons quand même, on s'accorde quand même avec les clients. Lorsque les clients nous parlent au préalable qu'il a moins de ce qu'il a vu sur le tableau, nous le comprenons, nous le prenons. Mais nous ne sommes pas exigeants. Nous comprenons le contexte actuel. Et voilà quoi. Maître Machoko associe à la coiffure d'autres activités pour récolter le plus grand bénéfice. Cette diversification d'activités participe aussi à la réduction du chômage. 3 jeunes Congolais l'accompagnent dans la coiffure avec des salaires conséquents et de nombreux coursiers payés à la tâche l'aident à trouver des clients pour son travail à temps partiel d'agent immobilier. J'ai des collaborateurs, j'ai 3 collaborateurs. En premier collaborateur, c'est Marc. Marc Revela. Actuellement, il est aussi surnommé Marc des Amours. Et mon deuxième collaborateur, c'est Dieudonné. Il est connu par Djoré. Et mon troisième collaborateur, c'est Sinfo. C'est le tout dernier coiffeur que je venais de recruter. Il est natif de Brazzaville. Ça fait près de 6 mois qu'il est avec moi. Nous formons une équipe professionnelle. Et nous exerçons ce travail avec plaisir, hein, avec amour, parce que ce qui fait de nous ce que nous sommes. Car en fait, dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que de sortes de gens. Et je me sens fier dans la peau des coiffeurs. Dans le cas de la musique, c'est pour moi une passion. C'est une passion. J'aime la musique. J'aime bien assister les artistes. J'aime apporter ma modeste contribution. Et moi, mon rôle de la musique, c'est beaucoup faire la promotion. Faire connaître les artistes, faire connaître leurs œuvres. Chercher des partenaires pour les aider à organiser des cérémonies, des concerts. Voilà ce que je fais dans le cadre artistique. Mais car en fait, les deux vont de pair, quoi. Et rien de deux me dérange. Entre-temps, je suis promoteur parce que j'en profite de mon espace de coiffure pour vendre quelques articles. Vous remarquerez derrière moi, il y a bien des chaussures. Donc lorsque les Parisiens sont en séjour à Pointe-Noire, ils viennent me déposer leurs articles. Je vends des chaussures, je vends des parfums, je vends des habits. Malheureusement là, je n'ai plus de parfum, tout est fini. Les habits, je les vends lorsqu'il y a la demande. Les chaussures également, ça c'est des échantillons que j'ai. Mais des chaussures, quelle que soit la chaussure dont les gens ils vont en avoir besoin, je vends. Et il m'arrive aussi de faire la commission de parcelle. Hein.
Parce qu'ils savent que par rapport à mon carnet d'adresse, je peux facilement coopter un client. Père de 2 enfants, Machoko de Zongoul vit avec une femme qu'il affectionne. Son handicap moteur n'a aucun impact sur sa capacité à foncer. La réussite est dans ses gènes et son cheval de bataille est le travail. Un peu philosophe sur les bords, il est d'une sympathie débordante. On voit que vous qui êtes l'initiateur de cette émission, Emmanuel Koloko, je tiens à vous féliciter parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Et mon très cher frère Anissé, et je remercie le responsable de la télévision, Sister Robaya, un certain Richard Aletsoumou, c'est un ami personnel, et Bertrand Zaba, Patrick Mouka, et le grand frère Pop, celui-là qui soutient Monsieur Emmanuel Saroma Banza. C'est des gens, je te parle, c'est que Dieu les a envoyés sur terre pour rendre service aux autres. Maître Machoko de Zongoul est un exemple de la réussite à la congolaise. Plus question de s'accrocher à l'emploi salarié dont le risque d'écrire les demandes d'emploi à se rompre le cou et rester sur sa faim. Il faut de nos jours embrasser la réussite pour un combat permanent. Les hommes qui vivent sont ceux qui luttent. Christelle Kiki de Diallo, René Pontes, Patrick et Ananou. Voilà, vous l'avez compris, avec Machoko de Zongoul, que l'entrepreneuriat peut bien payer. On n'est pas tout le temps obligé de chercher un emploi salarié ou d'être fonctionnaire d'État. On peut bien se battre par soi-même et réussir. À présent, chers téléspectateurs, nous allons passer à la découverte. Une découverte tout à fait particulière parce que nous avons choisi de parler de Pointe-Noire en photo. Alors vous allez découvrir les photos à l'écran à présent de Pointe-Noire. Katia buto nakotilola ngisi nanga nyoso pesi nazali kopepa likolo ya punda minzoto pembeni nanga ekoseka tongo etani ngai na kati ya bwale sokande nyoso wana ezalaki sendoto Esandoto kanalelie yo me amo Esandoto kanalelie yo me amo Pasi ele kie Nakotizamba elaka ndoto ezande ozoba okomitungisa manyo sose pamba boba kasi na yo na mulimo elekie tongo etani ngai na kati ya bwale sokande nyonso wana ezalaki se ndoto miwamo Voilà, vous avez découvert Pointe-Noire en photo. C'était quelques photos qui ont été prises pour vous, chers téléspectateurs. À présent, la rencontre. Nous allons à la rencontre de Dira Osombi. C'est une dame qui fait
de la décoration écologique. Elle a choisi de récupérer des matériaux qui sont négligés dans l'environnement pour en faire des objets de récupération, notamment des boîtes de conserve, des bouteilles vides, des bouteilles de jus, de bière, qu'elle peut transformer pour la décoration de la maison. Aussi, elle a choisi une touche africaine dans sa manière de décorer la table avec des nappes, avec une manière particulière de décorer les plats et tout ce que vous pouvez mettre sur votre table en période de fête. Nous allons donc à la rencontre de Dira Osombi dans cet élément. Je m'appelle Madame Osombi Dira, je suis décoratrice d'intérieur et événementielle aussi. Mais surtout, je fais une décoration à partir des objets de récupération. Ça, c'est une bouteille de vin que j'ai récupérée, je veux dire ramassée, dans une cave. Donc, quelqu'un qui passe, il peut négliger cette bouteille parce que vraiment, elle n'a rien de vraiment important. Mais une fois qu'on ajoute quelque chose, ça peut être autre chose aussi. Ou alors, ça peut devenir quelque chose de comme ça. On est en une période de fête, donc avec un peu de paillettes sur la table à la droite, et puis on peut l'utiliser plusieurs fois. À une table, dans un dîner, un soir, on peut disposer les pots de mayonnaise avec la bougie à l'intérieur. Alors j'utilise des objets assez divers, j'utilise des balais que nos grands-mères ont utilisés pour balayer les cours et les maisons. J'utilise des boîtes de conserve, j'utilise des bouteilles de vin aussi et plusieurs autres choses que nous utilisons au quotidien dans nos foyers, dans nos ménages. Bon, un peu partout, hein, je ramasse à gauche, à droite, je vais dans les caves de la ville, donc toutes les bouteilles déjà utilisées de vin, je les récupère, les boîtes de conserve, de tomates et aussi parfois même des bouteilles en plastique. Avec les petites choses qui nous entourent, que nous achetons à 100 francs, à 500, à 1000 francs, nous pouvons aussi les transformer et faire des choses vraiment merveilleuses. Bon, le message, il est en train de passer, mais très lentement, petit à petit, parce que nous savons tous que les Africains, généralement les Congolais, nous sommes souvent très intéressés par ce qui vient d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire petit à petit. Les gens, ils découvrent, ils apprécient, mais bon, je ne peux pas dire que le but ou l'objectif est déjà atteint, parce que c'est quelque chose qu'il faut peut-être casser au fur et à mesure dans nos mentalités, que nous puissions vraiment nous intéresser à ce que nous avons autour de nous en tant qu'Africains, nos matériaux déjà, les valoriser. Mais vraiment le message il passe, mais assez difficilement. Je pense qu'avec le temps, ça va aller, les gens comprendront. Voilà, là nous avons le balai qu'on a amélioré, qu'on a embelli avec des perles qu'on trouve partout dans le marché. Ce sont des perles que voilà, les commerçants ne veulent plus de ça, donc ils les liquident généralement. Donc au lieu que ça parte à la poubelle, voilà, je les récupère, j'achète à des prix vraiment très dérisoires. Et puis je les mets dans les brindilles et puis ça nous crée un joli bouquet de brindilles qu'on peut ensuite mettre dans un pot, toujours de mayonnaise. Voilà, nous avons notre pot de fleurs, notre centre de table qu'on peut mettre au milieu de la table, pourquoi pas. Et ça crée aussi une belle ambiance entre amis, en famille, etc., etc. Et là aussi, il y a un autre élément. Ça, c'est une boîte de conserve, comme on connaît. Voilà, des fois, c'est des conserves de tomates, de champignons, de beaucoup de choses. Généralement, on les jette. Dès qu'on finit d'utiliser, on prend, on met à la poubelle. Mais bon, j'ai pensé que même une boîte de conserve aussi peut être utile dans la déco. Donc, il suffit qu'on ajoute quelque chose, une fleur
autre chose et ça nous donne quelque chose comme ça. Toujours agréable aussi et très joli à voir. Voilà. Qu'on peut poser dans le coin d'une maison. Les objets de récupération. Vraiment, j'encourage vraiment nos mamans, au lieu de se casser la tête des fois à dépenser des grandes sommes, à prendre des choses qui viennent de très loin, qui coûtent cher, parfois qui ne mettent même pas du temps, qui se cassent. Avec une boîte de conserve, on peut faire ce joli pot de fleurs qu'on peut mettre sur une table pour agrémenter, pour l'embellir. Bon, la communication, elle se fait par rapport aux événements auxquels je suis conviée à décorer, à apporter cette touche-là. Donc du mieux que je peux, chaque fois qu'il y a un événement, j'essaie un peu d'agencer les choses afin d'attirer l'attention des gens. Donc je pense que le principal moyen de communication, ce sont les événements auxquels je suis conviée. Donc généralement ce sont des mariages, des dots, où vraiment je fais le maximum d'utiliser des matériaux vraiment africains de tous les jours. Les dots, ce qu'on appelle aussi les mariages coutumiers. Donc comme c'est des mariages coutumiers, vraiment c'est faire ressortir tout ce qui est de la culture congolaise dans les matériaux surtout et la façon d'agencer les choses. Parce que nous avons notre façon à nous de faire les choses et c'est cette façon-là vraiment que je mets en avant dans ces diverses cérémonies-là. Au lieu aussi d'acheter des guirlandes qu'on va utiliser peut-être une fois et qu'après on va jeter, on peut se servir de ça. Je dis que c'est de la récupération parce que ce sont des copeaux de vannier, des choses des fois qui n'ont pas vraiment beaucoup de choses à faire avec, et ils créent quelque chose une boule. Et voilà, j'ai mis un petit nœud. Africa, Africa mama, Africa Africa kulenga yebo. Nous avons notre table de Noël. On a notre table de Noël simplement décorée, mais toujours avec qui apporte toujours la petite touche africaine. Et nous avons nos serviettes de table. Nous avons nos serviettes de table en pagne. Voilà, je peux même les soulever. Au lieu de toujours avoir des serviettes en papier, non seulement c'est une bonne matière, mais en plus c'est joli. Donc nous avons nos serviettes en pagne. Et il y a des petites, voilà, on a nos petites guirlandes en raffia sur la table. On peut l'utiliser plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'autre à faire avec. Donc c'est naturel, ça vient du Congo, c'est fait au Congo, c'est produit par les arbres de raffia congolais. Fort, qu'on a vu tout à l'heure, avec la bougie à l'intérieur. Voilà, pour créer un peu l'ambiance avec les lumières sur notre table. Il y a des gens qui encouragent, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a des gens qui encouragent, il y a des personnes qui ont déjà acheté certaines de mes réalisations. Et pour moi, c'est déjà une bonne façon même de m'encourager. Déjà, je dirais que je suis très attirée déjà par tout ce qui touche, tout ce qui valorise l'Afrique. Déjà dans ce que nous avons comme matière naturelle. Et puis aussi, c'était un peu dans un ras-le-bol de toujours voir que nos maisons, nos cérémonies sont envahies de choses, d'éléments qui viennent de l'extérieur. Donc déjà, l'idée est partie de là et puis le reste a suivi. Le projet va se transformer parce qu'un projet ne reste pas statique. Il y a toujours après des ramifications, le projet se développe. Mais je pense que je ne vais pas quitter maintenant jusqu'à ce que les gens vraiment réalisent l'importance de travailler avec nos matériaux, mais aussi l'importance de recycler les choses que nous utilisons parce que nous sommes entrés dans une ère où on parle de l'écologie. Donc, utiliser des matériaux qui polluent le moins, des matériaux qui coûtent moins cher à l'environnement, s'il faut parler en ces termes. Oui, alors j'utilise, surtout pour l'intérieur, j'utilise beaucoup le pagne. Bon, généralement, nous utilisons dans nos cérémonies ou même dans les maisons, on utilise des serviettes en papier, mais voilà, on utilise des serviettes en papier, des serviettes parfois synthétiques, des choses. C'est pas mauvais toutes ces choses, mais vraiment,
Moi, j'utilise le pan pour mes serviettes en papier de table. J'utilise le pan. Pour les pots de fleurs, parfois j'utilise les bouteilles ou les boîtes de conserve. Il y a des gens qui trouvent, mais ceux qui ont l'œil, ceux qui ont le goût des bonnes choses, toute la valeur de la chose. Donc c'est un peu ce genre de matériaux que j'utilise, le pan, les boîtes de conserve et aussi les bouteilles de récupération. Le message que je veux passer à mes compatriotes, les Congolais, parce que je suis congolaise, de Brazzaville, arrêtez un peu d'idéaliser tout ce qui nous vient de l'extérieur. Nous avons des très bonnes matières en Afrique. Nous avons de très bonnes matières, je précise, au Congo. Nous avons des choses que nous achetons au quotidien. C'est vrai que les boîtes de conserve ne sortent pas de la terre, mais ce sont des choses que nous achetons ici au Congo à moins cher et que nous pouvons comme le mot technique, les customiser, c'est-à-dire en faire quelque chose de nouveau à partir de ce qui a été, vraiment de nous lancer de cultiver, je veux dire, ce goût des choses qui nous entourent et d'utiliser au mieux les matières purement africaines et naturelles. Vraiment, c'est l'appel que je lance. Voilà, chers téléspectateurs, avec des têtes pensantes comme dira Osombi, le Congo s'arrime tout simplement avec l'actualité. Vous savez que la COP 22 s'est tenue récemment à Marrakech au Maroc et c'est tout simplement une ligne de conduite parce que la terre est en train de se détériorer à cause des mauvais comportements autour de l'environnement. Donc aujourd'hui, en recyclant les matériaux de récupération, comme dira Osombi l'a fait, cela participe tout simplement à l'évolution d'un comportement plutôt humain et humaniste. Nous allons passer à présent au plus de mirages. Le plus de mirages avec ce projet surréaliste que nous vous avons proposé au sommaire, c'est le projet d'Elon Musk, un milliardaire américain d'origine sud-africaine, Elon Musk, qui a décidé de déporter une partie de la Terre sur la planète rouge. Il voudrait bien que les terriens se retrouvent sur Mars à partir d'un projet qu'il a bien échafaudé. Un projet ambitieux qui nécessitera dès 2025 des milliards de francs CFA pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure. Le plus de mirages, c'est avec en voix off Diane Fidelis Banza. Le milliardaire visionnaire Elon Musk, fondateur de la société SpaceX, a présenté un plan ambitieux pour établir une ville sur Mars, en envoyant des humains à bord de grands vaisseaux équipés de cabines au prix de 100 000 $ par personne. Un milieu de vaisseau à l'occasion du 67e Congrès international de l'astronautique au Mexique. Le milliardaire a projeté une vidéo futuriste où sont présentés ses projets. Un transport interplanétaire via des fusées réutilisables, une base fabriquant du carburant sur Mars et un milieu de vaisseaux en orbite, transportant chacun 100 personnes. Chaque vaisseau spatial sera équipé d'un restaurant, de cabines, de jeux adaptés à l'absence de gravité et de film. Partir au bout du monde, chercher l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, y a une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartient. I believe, I believe in you. Oh yeah, I believe in. Solo nati homo temati. I believe in. Una idea poquito como yo. I believe in. I believe in you. Oh. Une puissante fusée sera également nécessaire pour envoyer dans l'espace des millions de tonnes de matériel et d'approvisionnement.
Le milliardaire a indiqué que sa société travaillait dans ce but à une version élargie du Falcon 9, le vaisseau actuel de SpaceX, capable de se poser verticalement. Aller-retour à mi-chemin. SpaceX projette toujours d'envoyer vers Mars sa capsule inhabitée Dragon en 2018, ce qui devrait ouvrir la voie à un vol habité en 2024. Arrivons sur la planète rouge l'année suivante. La réduction des coûts sera aussi un facteur clé pour établir une colonie sur Mars. Pour ce faire, la fusée mettra en orbite un vaisseau spatial avant de retourner sur Terre pour chercher un réservoir de carburant qui servira à mener ensuite le vaisseau jusqu'à Mars. Une fois sur Mars, les humains devront y construire une usine produisant du carburant à partir des ressources en méthane de la planète rouge, ce qui permettra au vaisseau de retourner sur Terre. Un projet trop optimiste, mais pour les experts, atteindre Mars, qui se trouve à une distance de 225 millions de kilomètres de la Terre, et y vivre nécessitera une véritable prouesse technique et un budget immense. Il est improbable que Musk soit capable d'amener des humains sur Mars en 2025, estime John Langston, ancien directeur de l'Institut de politique spatiale de l'Université George Washington. Quand on vit comme l'éclair, on n'a pas peur du tonnerre. On peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Construire sur du sable, c'est un château sans espoir. Pour le temps qu'il nous reste, donner le meilleur de soi. Avant tout, il y a un problème de coût. On parle de dizaines de milliards de dollars et SpaceX n'a pas cet argent, selon l'expert. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartient. L'entrepreneur de 45 ans d'origine sud-africaine, qui a fait fortune avec Internet, a indiqué que son plan d'établissement d'une colonie sur Mars nécessite un partenariat public-privé, sans toutefois annoncer l'alliance avec des agences spatiales gouvernementales. Le premier vol sera cher, mais l'objectif est de faire que cela soit abordable à presque tous ceux qui veulent y aller, en ramenant peu à peu le prix du ticket de 200 000 $ à 100 000 $, a annoncé Elon Musk. Voilà un projet de voyage sur Mars, ça il faut le faire. C'est un projet d'Elon Musk, nous l'avons dit, un milliardaire américain d'origine sud-africaine. Pour être tout à fait complet sur ce type de projet, rappelons que l'Agence spatiale européenne projette la création d'un village sur la Lune. Peut-être dans les mêmes termes que Elon Musk qui voudrait lui créer une ville sur Mars. Et de nombreux projets sur la conquête d'autres planètes et astres sont entretenus par les pays du Nord. On espère simplement qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur la vie des habitants sur Terre. Parce que bon, il y a quand même des associations humanitaires qui se posent la question de savoir pourquoi investir autant de milliards sur des projets surréalistes, des milliards qui auraient pu par exemple résoudre le problème des Haïtiens qui ont été frappés par l'ouragan Mathieu et qui vivent la misère jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est simplement des réflexions et peut-être des raisonnements. Nous aurons peut-être la suite des évolutions technologiques dans les prochains jours. Peut-être ce n'est pas que des projets mauvais. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi Mirage
de cette édition. Avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons rester sur une réflexion. Cette fois-ci, elle est de Jean-Paul Sartre, un philosophe français qui a écrit « Qu'est-ce que la littérature ?» Alors, il pense que le plus important n'est pas de savoir ce que les structures ont fait de nous, mais plutôt de savoir ce que nous avons fait de ce que les structures ont fait de nous. Le plus important n'est pas de savoir ce que les structures ont fait de nous, mais plutôt de savoir ce que nous avons fait de ce que les structures ont fait de nous. Alors, nous allons prendre cela comme la réflexion avant notre prochaine édition. Merci d'avoir suivi. Retrouvons-nous à la prochaine édition.